Ça me fait plaisir de vous voir, vous n'avez pas idée. J'ai été dans un truc ces derniers mois, je vous raconterai toute l'histoire, mais on va directement rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à dire, quelques comptes à régler et des remerciements. Premièrement, j'aimerais remercier tous les camarades qui ont permis l'organisation de cette conférence. Sans les petites mains du militantisme qui distribuent les tracts, qui collent des affiches, qui s'embrouillent avec l'administration pour essayer d'avoir l'amphi le plus grand possible, on n'est pas en capacité de pouvoir organiser des événements comme ça. Et notre activité militante, parce que pour nous, c'est ça notre force, hein, à gauche, on n'a pas les milliards, on n'a pas les millions, on n'a pas les chaînes télé, on n'a que vous. Et donc je veux remercier les camarades qui ont organisé cette conférence. Je vous appelle à venir les aider, à venir les rejoindre, à rejoindre les groupes d'action de jeunes insoumis. Et je vous invite aussi à les applaudir et à les remercier, parce que sans elles et eux, on ne serait pas ici aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais aussi remercier la direction de l'université d'avoir permis l'autorisation de cette conférence, parce qu'il y a une tendance qu'on voit en ce moment à censurer, à faire interdire les conférences. Il y a un débat qui est de savoir si jamais on a le droit de faire de la politique à l'université. C'est un débat qui est symptomatique et qui, je trouve, est extrêmement dangereux. J'aimerais rappeler qu'aux États-Unis, le débat il a été tranché lors de la dernière élection présidentielle. Selon eux, l'université est un endroit dans lequel il n'y a pas le droit de faire de la politique, dans lequel ces conférences ne pourraient pas avoir lieu, sauf quand il s'agit des gens qui sont au pouvoir, et où les recherches universitaires elles-mêmes sont pourchassées. Je vais vous donner des exemples de mots qui sont interdits dans les recherches universitaires aux États-Unis, sous peine de voir la subvention sauter. Les mots climat, les mots femme, les mots stéréotypes sont interdits dans la recherche universitaire aux États-Unis. Et ça dit quelque chose de l'époque quand on voit qu'aujourd'hui en France, on a eu la cabale qui a été lancée par Frédérique Vidal, une ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, qui, comme tous les ministres de l'Enseignement supérieur, n'ont servi à rien. Elle avait lancé une chasse aux islamo-gauchistes à l'université, et le CNRS lui avait brillamment répondu que c'était pas leur travail et qu'ils n'allaient certainement pas mener la chasse qui était demandée par la ministre. J'aimerais trancher ce débat pour savoir si jamais, oui ou non, on a le droit de faire de la politique à l'université. Nous sommes en République française. En République, il n'y a pas un lieu, pas un endroit dans lequel les citoyennes et les citoyens n'ont pas le droit de faire de la politique. Partout dans la République, on a le droit de faire de la politique. Et si c'est à l'université qu'on a la seule exception, qu'on a la seule interdiction de faire de la politique, alors c'est qu'on a quitté le champ de la démocratie et qu'on est rentré dans autre chose. Et actuellement, nous sommes en train d'entrer dans autre chose. C'est pourquoi le droit de faire de la politique à l'université, vous devez le préserver comme la prunelle de vos yeux. Et chaque fois qu'il tente de gagner un petit bout de terrain sur ce sujet, on a besoin qu'il y ait tout le monde au combat pour réussir à préserver notre droit à faire de la recherche universitaire libre et à pratiquer librement de la politique où on veut dans la République française. Voilà pour ce qui est de ce débat. Le deuxième, c'est la question du rapport à la jeunesse. Parce que si jamais ils cherchent à interdire la politique à l'université, c'est pas seulement parce qu'ils cherchent à réprimer les recherches universitaires, qui posent beaucoup de problèmes au pouvoir. Enfin, rappelez-vous de Michaël Zemmour, le seul Zemmour qu'on apprécie, vous en conviendrez. Michaël Zemmour qui, pendant la réforme des retraites, en tant qu'universitaire, avait été efficace pour déconstruire la réforme qui avait été faite par le gouvernement. Heureusement qu'on a une Julia Cagé pour écrire ce qu'elle écrit sur la concentration des médias, sur les inégalités de richesse. On a besoin de ça. Mais il y a aussi une volonté de vous interdire, vous. Il y a une volonté d'empêcher la jeunesse d'accéder à la politique. Parce que vous entendez tous les gouvernements, à chaque fois ils disent « c'est génial, il faut que la jeunesse s'engage, il faut que la jeunesse fasse de la politique, il faut que la jeunesse aille dans les associations, vive l'engagement de la jeunesse ». Mais à partir du moment où vous commencez à rentrer, par exemple, dans un syndicat, alors là, à partir de ce moment-là, c'est plus un engagement qui est légitime. Aujourd'hui, le rapport entre l'engagement des jeunes et le gouvernement français et de nombreux autres gouvernements, c'est la légitimité de l'engagement politique uniquement quand il n'y a pas de conflictualité. Et aujourd'hui, l'engagement politique des jeunes n'est reconnu, légitimé par le gouvernement que quand il n'y a pas de conflictualité. Je vais vous en donner deux exemples. Est-ce que vous vous rappelez des marches mondiales pour le climat ? Franchement, il faut se féliciter pour ce qu'on a fait parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toutes les jeunesses du monde se sont rassemblées ensemble pour faire des manifestations à l'échelle mondiale. En France, on a été des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Quelle a été la réponse du gouvernement ? Gabriel Attal qui manifeste. On manifestait contre le gouvernement et on avait un représentant du gouvernement dans la manifestation qui disait « C'est génial les jeunes, c'est super, continuez de manifester ». Pas contre le gouvernement, hein, mais on aime le vert nous aussi, c'est une super couleur.
je dis ça un peu en rigolant, mais c'est pour vous montrer qu'au moment où on a fait un mouvement qui est historique à l'échelle mondiale, quel a été le rapport que le gouvernement a eu avec ce mouvement? Ça a été de nier la conflictualité, de nier leur responsabilité dans tout ça, de nier le fait que les jeunes ils aient la conscience et l'intelligence de dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Et je vais vous donner un deuxième exemple. Les blocages de lycées et d'universités. Il y a 10, 15 ans, bloquer un lycée, bloquer une université, normal. Ça a toujours fait partie de l'histoire de France. Ça a toujours fait partie de l'histoire des mouvements sociaux. Mais vous avez eu un moment où il y a eu une bascule sur la question du blocage des lycées et des universités. C'était le mouvement des Gilets jaunes. C'était le moment où ils ont mis à genoux, main sur la tête, 150 lycéens à Mantes-la-Jolie. À partir de ce moment-là, on a passé un cap dans la répression de la jeunesse scolarisée. Et alors, je sais ce qu'on va me dire, mais c'est illégal de bloquer une université, c'est illégal de bloquer un lycée. Vous m'étonnez, c'est vous qui avez fait passer la loi. Vous ne pouvez pas être juge et partie dans cette histoire. Et répondront, mais bloquer une université, bloquer un lycée, ils pourraient faire autre chose. Vous les faites, les pétitions? On a fait des pétitions sur le repas à 1 €, ça a fonctionné? Non. Bon, vous faites des manifestations. Quand vous faites des manifestations, ça fonctionne? Non. Gabriel Attal, il a le culot de venir participer au truc. Le seul moyen que la jeunesse scolarisée a pour avoir un rapport de force avec le gouvernement ou avec une direction, c'est le blocage de lycée et le blocage d'université. Si jamais ça leur pose un problème, alors qu'ils donnent de nouveaux droits civiques et démocratiques à la jeunesse scolarisée pour pouvoir entamer un rapport de force. Mais tant qu'on n'aura pas eu ce nouveau droit, alors la jeunesse est légitime à bloquer les lycées et les universités. Et c'est pour ça qu'en tant que député, je vais souvent dans les blocages de lycées et d'universités pour dire oui, la jeunesse, elle est légitime à faire de la politique. Oui, la jeunesse, elle est légitime à entrer dans la conflictualité. Oui, la jeunesse, elle est légitime à bloquer les lycées et les universités. Et on continuera à le faire, que ça vous plaise ou non. Donc, ma conclusion de cette première partie, bloquez votre université. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette conférence sur faire de la politique quand on est jeune à l'Assemblée nationale et à la mairie, parce que je vais vous donner mon ressenti sur ce que c'est que de faire de la politique à l'Assemblée nationale et dans une mairie. Il y a constamment des débats totalement déconnectés des réalités présentes et des réalités futures. Et c'est intéressant de regarder la politique du point de vue générationnel, parce qu'on est une génération qui a une épée de Damoclès sur la tête, et cette épée de Damoclès sur la tête, c'est la fin du capitalisme. Je ne le dis pas pour me faire plaisir, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, bien que ça me fasse plaisir et que ça vous fasse plaisir, mais le 21e siècle est le siècle où nous allons vivre l'effondrement du capitalisme. Si ça ne se fait pas par une révolution, ça se fera par des contradictions qui sont internes au système capitaliste, et je vais vous détailler 3 de ces contradictions. La première de ces contradictions, on en parle assez peu. Et il faut être prudent avec ce sujet parce que l'extrême droite, elle essaye de s'en saisir. C'est la question de la démographie. Le capitalisme, on va faire le truc très très grossièrement et très rapidement, c'est l'accumulation du capital. Vous avez du capital, vous l'investissez. En investissant ce capital, vous faites grossir votre capital, que vous réinvestissez, et vous faites tourner la machine à billets comme ça fait la croissance et compagnie. Voilà. Le capitalisme sans croissance, ça tient pas. Le truc s'effondre en quelques semaines. Aujourd'hui, vous avez un sujet du point de vue de la démographie. Depuis 1974, l'indice conjoncturel de fécondité en France, indice conjoncturel de fécondité, c'est en gros le nombre moyen d'enfants qui sont faits par femme. Depuis 1974, avec une exception en 2010, vous avez un indice conjoncturel de fécondité inférieur à 2. Ce qui veut dire que sur le long terme, vous allez avoir une récession démographique. En réalité, en France, on a un indice conjoncturel de fécondité qui est plutôt haut, même s'il est en dessous de 2. Parce que dans tous les pays d'Europe, vous avez aussi un indice conjoncturel de fécondité qui est en dessous de 2. J'irai même plus loin, aux États-Unis, vous avez un indice conjoncturel de fécondité qui est en dessous de 2. En Chine, vous avez un indice conjoncturel de fécondité qui est en dessous de 2. Et cette question-là n'est pas qu'une question qui concerne les pays dont je viens de vous parler, c'est une question qui concerne le monde entier, puisque en 2020, en 2022 et en 2024, l'ONU a sorti différents rapports dans lesquels ils expliquent pour la première fois que l'humanité va entrer en récession démographique en 2080 avec un pic à 10,4 milliards, puis ensuite on descendra à 10,2 milliards en 2100. Ce qui, pour énerver tous les potes de droite qui vous saoulent, vous permet de poser la question suivante. Est-il possible d'avoir une croissance économique quand vous avez une récession démographique? Est-il possible de maintenir une croissance économique alors que vous avez une récession du nombre de producteurs et de consommateurs?
Cette question-là, c'est la première fois de l'histoire qu'on la voit. Vous avez eu des pandémies, des pestes, des catastrophes naturelles, mais c'est la première fois que structurellement, on voit que la démographie est en baisse. Et à partir du moment où vous avez une récession démographique, alors la croissance ne tient plus. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des contradictions dans ce système et que forcément il va tomber. Et je vous en parle aussi pour la gauche, parce que ça va être un immense sujet pour nous. Parce que croyez-moi, le capital, ils ont compris ce qui était en train de se passer. Et ils sont déjà en train de flipper. Donald Trump, par exemple. Donald Trump, il parle beaucoup de ce sujet. Par exemple, il explique que pour pouvoir lutter contre ça, il a supprimé, en tout cas, c'est le truc qui est en cours, le mec il signe 40 000 décrets par jour, j'arrive pas à suivre. Il va supprimer les aides au planning familial. Donald Trump, vous savez ce qu'il a fait avec la Cour suprême pour empêcher le droit à l'avortement dans un certain nombre d'États. Donald Trump a dit qu'il allait essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun droit à l'avortement dans tous les États-Unis. Je peux vous donner l'exemple de la Hongrie aussi. Quand vous écoutez les discours et que vous voyez les lois qui sont faites en Hongrie, les femmes n'existent plus. Les femmes ont été remplacées par la famille. Il n'y a plus de politique à destination des femmes, il n'y a que des politiques à destination des femmes dans le cadre de la famille. L'objectif de l'extrême droite et du capital, c'est de retirer la disposition du corps des femmes, c'est d'empêcher les femmes de disposer de leur corps, c'est de les empêcher d'accéder à la contraception, c'est de les empêcher d'avoir le droit à l'avortement, mais c'est aussi nier les femmes dans leur droit d'exister dans la société. Il y a un député Rassemblement National qui l'a dit à l'Assemblée, il a dit la femme au foyer, elle est quand même mieux à la maison. Il l'a dit au milieu de l'hémicycle, parce que dans leur tête, le fait que les femmes aient une carrière, le fait que les femmes se disent « mais moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfants », pour eux, ça, c'est pas possible. Et vous avez un autre symptôme, c'est le président de la République française qui parle de réarmement démographique. Les droits des femmes, c'est jamais des acquis, c'est toujours des conquis. Et au vu de ce qui est en train de se passer dans les années qui suivent sur la question de la démographie, les droits des femmes vont être attaqués. Alors je veux quand même vous donner un petit élan d'espoir et une petite fierté française. Parce qu'à presque 1 an jour pour jour, et on le doit à Mathilde Panot, les femmes qui se sont vues retirer leur droit à l'avortement, les femmes qui se sont vues cantonnées au rôle patriarcal de mère de famille, elles ont pu voir sur leur ordinateur ou sur leur téléphone une petite lueur d'espoir. Une notification qui disait « La France est le premier pays à inscrire le droit à l'IVG dans sa constitution ». Ça, c'est une petite lueur d'espoir. Et ça, on le doit aux militantes féministes françaises, mais aussi aux militantes féministes du monde qui étaient à la tribune de l'Assemblée nationale à ce moment-là et qui expliquaient et montraient très très bien que cette bataille n'est pas un acquis, c'est un conquis et que la conquête continue. Donc le capitalisme, du fait du poids de la démographie, va s'effondrer et il y a une alerte du point de vue du droit des femmes. Ensuite, deuxième sujet, celui-là vous le connaissez, c'est la question de l'écologie. Tout le monde est au courant qu'il y a un dérèglement climatique. En 2024, pour la première fois, on a en moyenne dans le monde dépassé les 1,5 degrés. Il y a des rapports qui disent que structurellement, dans les années qui vont suivre, on a déjà dépassé les 1,5 degrés. Le dérèglement climatique est déjà commencé et on en subit déjà les conséquences. Je vous donne un exemple. L'été dernier, 200 communes françaises qui n'avaient plus accès à l'eau potable. Je vous donne un autre exemple. Le cyclone Garance sur l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, de votre part, pensez à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais qui actuellement sont en train d'essayer de réparer l'île face à un cyclone. Mais ça fait des décennies qu'ils n'en avaient pas vu des comme ça. Je vous donne un autre exemple. Les inondations que vous avez eues à Montpellier en septembre. Le dérèglement climatique est commencé et on a déjà les premiers effets. Mais on a une difficulté sur la bataille sur le dérèglement climatique, c'est qu'à chaque fois, les gens ils disent « Ok, quand on va passer les 1,5, les 2 degrés, les 3 degrés, qu'est-ce qui va se passer ?» Je vais être franc avec vous, je ne sais pas ce qui va se passer. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Marx expliquait que l'écosystème, c'est comme le métabolisme, c'est comme dans votre corps. Vous savez, vous avez des bactéries dans vos intestins. Étrangement, quand vous changez ces bactéries-là, ça change votre personnalité et vos émotions. L'écosystème, c'est la même chose. Si vous changez un petit paramètre de tout l'écosystème, alors ça va modifier tous les autres paramètres. Et les paramètres ne changent pas au même niveau, selon que vous soyez à 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés ou 3 degrés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une tendance qui va nous permettre de pouvoir empêcher le réchauffement climatique de continuer. Le dérèglement climatique va aller en s'aggravant. Pourquoi ? Parce que si vous voulez agir contre le dérèglement climatique, de fait, il faut s'en prendre au capital. Et là, encore une fois, le capital a fait le choix de l'extrême droite pour des bonnes raisons, de point de vue de la défense de ses intérêts. Donald Trump,
quelques jours après être arrivé au pouvoir, est directement sorti des accords de Paris sur le climat. Si Donald Trump veut conquérir le Groenland, je vous jure, chaque jour, une nouvelle actualité sort. Et si Donald Trump veut conquérir le Groenland, c'est notamment parce qu'il veut y avoir accès aux minerais là-bas. Vous avez par exemple de l'uranium, vous avez par exemple des rubis, et là-bas vous avez toute une industrie polluante, mais gigantesque, qu'il essaie de mettre en place. Il s'en fiche du dérèglement climatique, ce monsieur. Il accentue les forages à l'intérieur des États-Unis. Il a supprimé l'Office national des forêts. Enfin, pour que vous vous rendiez compte à quel point il n'en a rien à faire du dérèglement climatique. Mais ce n'est pas que aux États-Unis. Vous avez aussi, par exemple, en Europe, en Italie, où vous avez Madame Meloni qui a fait un plan climat. Alors elle est arrivée comme ça, elle a dit « Ah oui, on fait quelque chose sur le climat, quelques dizaines de mesures, je crois que c'est 380 mesures. » Elle est en mode « Ah bah c'est bon, on a fait quelque chose pour le climat. » Vous savez combien est-ce qu'elle a mis pour financer son plan climat? Ça se compte en centimes. Et c'est zéro. Elle fait un plan climat de, je crois, 380 mesures en mettant zéro. Mais par contre, dans le même temps, elle conclut un contrat de 8 milliards d'euros avec la Libye pour des exploitations gazières, de 4 milliards d'euros avec l'Algérie pour des exploitations gazières. Ce qui vous permet aussi de comprendre que l'extrême droite européenne a un problème avec les Arabes jusqu'à ce qu'ils leur donnent du gaz et du pétrole, ce qui sera utile pour la suite du combat. Vous avez actuellement 800 projets de gaz, projets gaziers et pétroliers qui sont en cours. Quand je dis en cours, c'est en cours de construction, de fabrication. Je vous écarte les milliers de projets pétroliers et les milliers de projets gaziers qu'il y a actuellement. Jamais dans l'histoire, on a eu autant de nouveaux projets pétroliers et gaziers qui commençaient à arriver. Il faut comprendre que ces gens ne s'arrêteront pas, parce que, encore une fois, la référence, c'est le capital, et que le capital, il trouve son intérêt dans la situation. Parce qu'il brûle la planète et il vous fait payer les cendres. Parce que jamais il va renier sur la petite part de profit pour essayer de faire en sorte qu'on limite la situation. Non, il trouve des business. Le marché, par exemple, on a un problème avec trop de carbone, on va en faire un marché. Pam! Marché carbone. Ah, il y a un problème avec des inondations. Ah, il y a un problème avec les canicules. Bam! Assurance climatique. C'est un business dans une croissance énorme. Ah, aujourd'hui, l'air, il est mauvais, l'air. Alors vous allez en Chine, vous allez en Inde. Nouveau marché. Ils vous vendent de l'air pur. Ces gens polluent le ciel et vous vendent l'air derrière. Le capitalisme est incapable de résoudre la contradiction qu'il a avec le fait qu'il a besoin d'une croissance infinie sur un monde aux ressources limitées, qu'il doit toujours aller plus vite, toujours accélérer, alors que l'écosystème, il a sa propre temporalité. Et la seule solution qu'il trouve pour affronter le dérèglement climatique, c'est de créer des marchés sur la base de dégâts qu'il a lui-même causés. Et c'est pour ça que le dérèglement climatique est une contradiction du capitalisme. Le GIEC explique que là, on va atteindre, dans la tendance dans laquelle on est, c'est les chercheurs du GIEC qui le disent, les chercheurs expliquent qu'on va dépasser les 3 degrés dans la tendance dans laquelle on est. Le gouvernement français a préparé un plan à quoi ressemblerait la France si jamais elle dépassait les 4 degrés. Écoutez, on a besoin d'instaurer une nouvelle règle économique qui va nous permettre d'empêcher le désastre. Cette nouvelle règle économique, elle est pragmatique, elle est de bon sens, et même le plus stupide des libérales peut la comprendre. Ça s'appelle la règle verte. Vous ne pouvez pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est en capacité de restituer. Des gens qui passent leur temps à nous emmerder avec la dette publique pourraient avoir un peu de responsabilité et un peu de conscience quand il s'agit de dette climatique. Et il va pas falloir passer par 4 chemins, ça ne se fera pas dans la tendresse, dans la politesse et dans l'amour. Non, il va falloir avoir des révolutions, parce que c'est un problème mondial, il va falloir des révolutions pour imposer la règle verte comme nouvelle règle économique. Là, pour le coup, ce n'est pas le système qui s'effondre sur lui-même, sauf à tous nous exterminer, c'est nous qui allons nous-mêmes devoir changer le système. Et enfin, vous avez la troisième de ces contradictions, c'est la question de la répartition des richesses. On va directement entrer dans le vif du sujet. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « On passe notre temps à payer des impôts, à payer des taxes, sauf que l'école ne fonctionne pas, l'hôpital ne fonctionne pas, la justice ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne, donc à quoi ça sert de payer des impôts et des taxes ?» Ce qui, pour le coup, n'est pas une mauvaise question. Pour y répondre, il faut se demander qui paye quoi. Et pour répondre au qui paye quoi, il faut définir le qui. Depuis les années 80, dans les années 80, les salariés travaillaient en moyenne 9 jours par an pour payer les actionnaires. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, paf, 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 vous allez travailler, et tout ce que vous produisez, ça ne finit pas dans votre poche, ça finit dans la poche des actionnaires.
Aujourd'hui, c'est 45 jours supplémentaires de travail dans lesquels vous remplissez les poches des actionnaires. Dans le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, dans les années 80, 75% pour le travail, aujourd'hui, 65%. C'est 10% de la valeur produite qui finit dans les poches du capital. Et ça, c'est massif, parce que ça a entraîné une concentration des richesses dans les mains d'une petite minorité qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les 500 plus grandes fortunes françaises qui possèdent à elles toutes seules 45% du PIB du pays. Les 500 plus grandes fortunes françaises possèdent à elles toutes seules la moitié des richesses du pays. Et alors, on nous dit, oui, mais attendez, il ne faut pas trop les taxer. Ils sont déjà surtaxés, et puis ils risquent de partir si vous les taxez trop. C'est deux bêtises. Premièrement, ils ne sont pas trop taxés, et deuxièmement, s'ils partaient, on n'en aurait rien à faire. Parce que vous avez Zuckman, un économiste qui a fait une très bonne étude, dans laquelle il explique que si jamais tous ces gens partaient, ces gens qui pèsent énormément, qui apportent tellement à la France, si jamais ces gens partaient, ce serait 0,03% du PIB en termes de recettes fiscales que l'on perdrait. À l'échelle du poids économique de ces gens, ce n'est absolument rien. Par contre, ces gens, si vous prenez tous les impôts, toutes les taxes, tous les prélèvements obligatoires, en moyenne, ils payent 2 fois moins que toutes les autres catégories sociales. La France est un paradis fiscal pour les ultra-riches. C'est factuel. Et ça a des conséquences économiques. Vous vous rappelez quand on avait les débats sur les super-profits? Vous aviez les prix qui augmentaient de partout, les prix de l'alimentaire, ils profitaient de la guerre en Ukraine pour augmenter les prix. Vous aviez les prix de l'essence qui étaient en train d'augmenter. Alors ils nous disaient « Ah non, c'est à cause de la guerre ». Puis à la fin de l'année, quand ils font le bilan, on découvre qu'ils se sont fait des dizaines de milliards de profits et de dividendes. Ça a des conséquences économiques. Parce qu'en 2023, pendant les vacances d'été, sur les chaînes télé, on avait « La France entre en déconsommation ». Parce que dans la vie des Françaises et des Français, vous payez le crédit de la bagnole, vous payez l'essence pour la bagnole, vous payez le loyer, vous payez l'énergie, vous payez la nourriture, vous payez les autres factures. À la moitié du mois, vous êtes déjà à découvert. Pour 25% des Français, ils sont à découvert à la moitié du mois. Et ça a des conséquences économiques parce que les gens ne consomment plus. Et si jamais ils ne consomment plus, ça ralentit l'activité économique. Et c'est pour ça que vous regardez depuis 2019, il y a eu une explosion de fermetures de très petites entreprises, plus 28%. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation de ralentissement économique qui concerne toute l'Europe, mais qui concerne aussi les États-Unis. Et alors là, le capital, il a besoin d'une solution. Il faut trouver quelque chose à produire en masse. Un truc que eux possèdent, c'est eux qui ont la main dessus. Si possible, quelque chose avec une très forte valeur ajoutée. Et si possible, quelque chose que vous pouvez utiliser qu'une fois et qu'il faut que vous achetiez en masse, parce qu'il faut faire tourner la planche à billets. Des armes. Et c'est là que vous comprenez l'allocution d'Emmanuel Macron d'hier soir. Bon, il faut le dire assez clairement. Dans 100 ans, les manuels d'histoire, s'ils existent encore, seront stupéfaits de voir qu'au moment où on apprenait qu'on a dépassé les 1,5 degrés de réchauffement climatique, l'Union européenne était en train de baisser les budgets de l'écologie et était en train de dépenser 800 milliards d'euros pour acheter des armes. La planète est en train de cramer et les dirigeants et les oligarques sont en train d'acheter des pistolets. Emmanuel Macron disait « La jeune génération ne touchera pas les dividendes de la paix ». Ça oui, on l'a compris, vous êtes tous en train de vous armer et tous en train de vous provoquer. Évidemment que ça va finir en guerre. Non, la jeunesse, elle ne touchera pas non plus les dividendes de la guerre. Parce que tout ça, ça va finir dans les poches des industriels de l'armement. Et dans le même temps, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient baisser le budget de l'éducation, baisser le budget de la jeunesse, baisser le budget du travail, baisser le budget de l'écologie. Enfin, il faut ouvrir un manuel d'histoire des pays qui ont un ralentissement économique à cause d'une inflation, dans lesquels c'est des gouvernements d'extrême droite qui gagnent, qui décident de s'en prendre spécifiquement à une ethnie ou à une religion, et qui en même temps décident de massivement s'armer et de se provoquer les uns et les autres, parce qu'on a lu les manuels d'histoire, il est hors de question que le XXIe siècle soit un mauvais remake des années 30. On ne veut pas d'une économie de la guerre, on veut une économie de la paix. Et ça, c'est une revendication que doit porter le mouvement de la jeunesse. Parce que une fois qu'ils auront fini d'acheter leurs armes, et je ne sais pas où est-ce que tout ça va aller, mais une fois qu'ils auront fini d'acheter les armes, nous, dans 30, 40, 50 ans, on aura à gérer les effets du dérèglement climatique. Et vous allez voir, parce que vous savez, ils vous racontent, les chars russes vont être sur les Champs-Élysées. Non, parce que quand François Mitterrand a été élu, les chars russes étaient aussi censés être sur les Champs-Élysées. Ils se sont perdus sur un rond-point, je ne sais pas où ils sont.
Ce n'est pas vrai de dire que les chars russes vont arriver au milieu de Paris. C'est pas réaliste de dire quelque chose comme ça. C'est des sujets qui sont très très sérieux. Et vous voyez les plateaux de télévision qui sont en train de vous faire peur, Pourquoi? Pour justifier le fait qu'on achète des armes et qu'on baisse tous les autres budgets. Ce matin, c'est le ministre de la Défense, M. Lecornu, qui était en train d'expliquer maintenant le budget de l'État, ça ne doit être que le régalien. Ça doit être la police, ça doit être la justice et ça doit être l'armée. Pour ce qui est de l'hôpital, de l'école, de tout le reste, les Français peuvent bien se débrouiller. Au pire, on le privatisera. C'est ça qui vous prépare. Ils jouent à vous faire peur. Et dans tout ça, la télévision, elle va jouer son rôle. Parce que la télévision, islam, immigration, insécurité, guerre. Islam, immigration, insécurité, guerre. C'est bon, vous pouvez changer de registre un peu. Vous avez 300 000 emplois industriels qui vont être supprimés en France, là, cette année. Vous ne pouvez pas inviter juste une fois un ouvrier sur le plateau télé? Vous avez une épidémie de dépression dans la jeunesse française. C'est pas possible d'inviter une fois un jeune sur le plateau de télévision. C'est bon, Christophe Barbier et Pascal Praud, ça nous barbe, quoi. C'est pas possible, juste une fois, d'inviter, je sais pas, un chercheur du GIEC pour qu'il explique ce qui se passe vis-à-vis du dérèglement climatique. La meilleure revendication que je puisse vous donner, c'est d'éteindre la télévision. Parce que la télévision cherche à fabriquer une réalité alternative. Il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Vous avez par exemple, un moment, Rodolphe Saadé, quand il a racheté BFM TV, il est arrivé devant les présentateurs phares et il leur a dit « Vous êtes libres de vous exprimer comme vous le voulez. » Mais enfin, ne me critiquez pas non plus. Une certaine vision de la liberté de la presse. La télévision est faite pour vous empêcher de penser. Et pour le coup, c'est un vrai défi qu'on a. Hein. Je vais revenir après, moi, sur la campagne que j'ai fait à la mairie. Mais franchement, quoi, j'ai quand même eu 2 semaines de campagne médiatique où ils racontaient que je ne vivais pas dans la ville, alors que je vis dans la ville. Et en face de moi, j'ai une dame qui, elle, ne vit pas dans la ville, mais il raconte qu'elle vit dans la ville. Alors, j'ai été de bonne volonté. J'ai mis mon bail. J'ai rendu le truc public. Personne ne fait un correctif. Puis ensuite, j'allume la télévision. Oui, il habite toujours pas dans la ville. Oh, éteignez la télévision, très sincèrement. Le deuxième sujet, la télévision et ce que vous êtes en train de voir vis-à-vis de la télévision, c'est pas anecdotique. À l'époque, ça se passait pas comme ça. À l'époque, ils avaient un peu de retenue. Ce qu'on est en train de voir, et je pèse mes mots, c'est que la démocratie française est en train d'être privatisée. Regardez par exemple le résultat des dernières élections législatives. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, parce qu'au moment où 27 sondages prédisaient que l'extrême droite allait gagner, c'est vous, la jeunesse et les quartiers populaires, qui avez sauvé la République. C'est nous qui avons gagné les dernières élections législatives, que ça vous plaise ou non. Et c'est vous qui avez gagné les dernières élections législatives. Et au moment où du coup on se retrouve à devoir nommer un Premier ministre, sauf que celui qui doit prendre la décision c'est Emmanuel Macron, lui il se retrouve dans une situation compliquée, parce qu'il sait quelque chose, je vais vous dire un petit secret, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais on a un petit tiroir. Là, tirez le truc, on a une 50aine de décrets qui sont prêts. Vous savez, les décrets, c'est pas comme les lois où vous n'avez pas besoin de les faire voter à l'Assemblée nationale. Paf, une signature et c'est fait. Alors, si jamais Lucie Castet avait été nommée Première ministre, vous auriez eu, 2 heures après la nomination, un décret augmentation des salaires. Un autre décret reconnaissance de l'État de Palestine. Ou un décret abrogation de la réforme des retraites. Alors là, Macron, il se serait retrouvé dans son bureau à l'Élysée à se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Ils auraient tous été là à crier « Il faut une censure, il faut une censure !» Sauf que vous pensez bien, les Françaises et les Français, ils allument leur télévision et puis ils se disent « Waouh ! Pour une fois, on vote et ça change quelque chose. » Et ça aurait rendu la censure bien difficile. C'est pour ça qu'ils n'ont pas nommé Lucie Castet. C'est parce qu'ils savaient très bien que, premièrement, on allait appliquer le programme en 3 jours et qu'en plus de ça, ça allait les empêcher de nous faire sauter derrière. Alors Macron, il s'est dit, bon non, il est hors de question que je nomme Lucie Castet. Comme il l'a dit devant le Conseil constitutionnel, c'est son devoir de président de la République de prendre en compte le suffrage universel. Non, le suffrage universel, il s'impose à toi, mon ami. On ne te demande pas ton avis. Et par ailleurs, le suffrage universel, il t'a dit à plusieurs reprises de dégager si jamais tu veux entendre le message au passage. Mais bref, au moment où on se retrouve à avoir du coup la question des nominations comme Premier ministre, Emmanuel Macron se dit, bon, Lucie Castet, non, faut pas rêver. Mais bon, quand même, les gens ils ont voté à gauche, la moindre des choses, ce serait de nommer un Premier ministre de gauche. Alors, il s'est dit, je vais nommer Bernard Cazeneuve. On l'aurait censuré. Mais alors attendez, parce que lui, il s'est dit, je vais nommer Bernard Cazeneuve. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a Bernard Arnault, je vous jure que cette histoire est vraie, il y a Bernard Arnault qui appelle Macron et qui lui fait « Cazeneuve, c'est trop ». Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Barnier. Vous avez voté aux dernières élections législatives, le président de la République il dit « Oh bah le résultat je m'en fous, Lucie Castet, faudrait pas non plus rire ». Mais par contre, Cazeneuve, Bernard Arnault il a dit non, bon bah d'accord. Les oligarques aujourd'hui pèsent sur les résultats des référendums. Vous voulez un autre exemple? Celui que je vous ai donné sur BFM TV. Rodolphe Saadé qui dit « Non, vous ne pouvez pas me critiquer ». Vincent Bolloré, je vous en parle même pas. Vous avez un autre exemple sur la question de la liberté d'expression. Parce que chaque jour, on est en train de passer des caps. On peut penser ce qu'on veut sur la question du conflit israélo-palestinien. Mais les voix de la paix, aujourd'hui, les voix en faveur d'une paix, les voix qui s'opposent au génocide, non seulement elles sont réprimées, elles sont criminalisées, mais on a quand même passé un cap. À partir du moment où vous avez 2 ministres, 2 membres du gouvernement, qui osent parler de déchéance de nationalité pour Rima Hassan, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on commence à rentrer dans ce registre-là, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était au moment de Vichy. Okay, la dernière fois qu'on était sur ces sujets-là, c'était Vichy. On est déjà en train de passer dans autre chose. Et par ailleurs, parce que ensuite, quand vous subissez la censure, vous vous retrouvez à avoir derrière des gens qui se retrouvent à parler de censure. Par exemple, l'autre youtubeur de Cyril Hanouna, qui ose parler de censure. Il dit « Ah, moi, Cyril Hanouna, j'ai été censuré par l'Arcom. » Non, t'as pas été censuré. L'Arcom n'a pas renouvelé ton canal, tu peux toujours être diffusé à la télévision, d'ailleurs tu le continues. Mais en plus, si jamais elle t'a pas renouvelé, c'est parce que tu as été condamné 36 fois. 37 fois si on compte ce que je lui ai mis au tribunal. Mais si jamais Cyril Hanouna... Voilà. Mais si Cyril Hanouna, il veut apprendre ce que c'est que la censure, c'est ce qu'ils ont fait à Guillaume Meurice et à toute son émission, qui veut démonter tous les scores sur le service public. Et ils les ont censurés parce qu'ils faisaient peur au pouvoir. La censure, c'est ce qu'ils ont fait à Apathy, quelqu'un que je n'aime pas. Mais Apathy, qui a été mis en retrait de RTL, parce qu'il disait la vérité sur le crime contre l'humanité qui a été fait par la France pendant la colonisation en Algérie. Et ils l'ont mis en retrait parce qu'il faisait peur au pouvoir. Je peux aussi vous donner l'exemple de Merwan Ben Lazar, qui lui aussi a été retiré parce qu'il avait une barbe et un bonnet. Même ça fait peur au pouvoir. Alors le Cyril Hanouna qui dit « J'ai été censuré », t'as pas été censuré. T'as fait n'importe quoi, t'as violé la loi, et la loi s'est appliquée à toi. Tu es le toutou de ton milliardaire. Tu souffles dans les fesses d'un chien et tu lèches les bottes de ton patron. C'est tout ce que tu es capable de faire. Tu fais pas peur au pouvoir, tu n'es pas censuré. Voilà, ça mérite d'être dit. Bon. Toujours un plaisir. Et vous avez... Parce qu'on était du coup sur les sujets de l'armement, sur les sujets de l'international, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a un grand absent dans l'allocution qui a été faite par Emmanuel Macron. Il a raison d'exprimer une émotion quand on voit que Zelensky a été brutalisé. Mais alors pourquoi? Pourquoi n'a-t-il eu aucune réaction? Pourquoi n'a-t-il exprimé aucune émotion? Pourquoi n'a-t-il pas eu un seul mot au sujet de ce clip qui a été diffusé par Trump et par Musk sur le site officiel de la Maison-Blanche, où on les voit danser sur une musique morbide, danser sur les billets, sur le cimetière à ciel ouvert qui est devenu Gaza? Pourquoi n'a-t-il pas eu un mot au sujet de la colonisation, au sujet du nettoyage ethnique qui fait suite au génocide qui a été mené pour les Palestiniens? Peut-être parce qu'il avait peur qu'il soit déchu de sa nationalité. Vous avez un plan qui est porté par les États-Unis d'Amérique qui vise à retirer les Palestiniens de la bande de Gaza, à les mettre en Égypte et en Jordanie. Ça s'appelle un nettoyage ethnique et c'est contraire au droit international et à la morale, il faut le dire. Vous avez un autre plan qui a été proposé par la Ligue arabe. Ce plan vise à reconstruire Gaza en 5 ans. Ce plan est fiable, ce plan est juste et ce plan doit être soutenu par la France. La France doit reconnaître l'État de Palestine. Et il n'est pas possible pour un président de la République de faire une allocution devant le peuple français et de ne pas avoir un seul mot
pour ce qui se passe actuellement en Palestine. Et sur ça, soyez confiants. Parce que même si vous avez les politiques, même si vous avez les oligarques, même si vous avez les médias, qui à longueur de journée passent leur temps à criminaliser et à mépriser les voies de la paix, je peux vous le dire, il n'y a pas de majorité dans le peuple français pour soutenir le génocide des Palestiniens. Il y a une majorité dans le peuple français pour soutenir la paix. Voilà ce qu'est le peuple français. Et si Emmanuel Macron n'en a pas parlé, il s'est déshonoré et il a déshonoré la parole de la France. Parce qu'on se retrouve dans une situation totalement lunaire. Et on est de la même génération. Dans les cours d'histoire, on a appris ce qu'était la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On sait d'où vient l'Organisation des Nations Unies. On sait pourquoi est-ce qu'ils ont créé le droit international. Précisément pour qu'on arrête de régler nos comptes en se tirant dessus. Précisément pour qu'on arrête de jouer le rapport de force. Et le droit international, aussi imparfait qu'il soit, c'est le seul outil qu'on a pour pouvoir préserver la paix. Emmanuel Macron n'a pas prononcé une seule fois le mot Organisation des Nations Unies dans toute son allocution. Et quand vous voyez la logique guerrière qui est poussée, les mensonges, le surarmement, la peur, tout ça va très mal finir. Tout ça va nous mener droit vers la catastrophe. Historiquement, c'est toujours la gauche qui a porté le combat pour la paix. Historiquement, c'est toujours la gauche qui a expliqué qu'il y avait d'autres moyens que de se tirer dessus. Je veux ici penser aux camarades Jaurès. Qu'on se le dise franchement, je les aime beaucoup, mais il ne faut pas compter sur les camarades socialistes, communistes ou écologistes pour mener cette bataille. Il n'y aura que vous et que nous. Cette bataille-là, si on la perd, alors tout est perdu. Mais je veux vous rassurer. Parce que, oui, les similitudes entre ce qui a pu se passer au moment où le fascisme montait dans le XXe siècle et aujourd'hui, elles sont grandes. Mais en France, il y a un facteur qui change tout. C'est qu'à l'époque, dans l'Allemagne des années 30, la jeunesse, elle était acquise à la cause de l'extrême droite. La jeunesse, elle votait pour le parti nazi. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en France, la jeunesse, elle vote pas pour l'extrême droite. La jeunesse, elle vote pour la gauche de rupture. Et c'est pour ça que je veux vous dire qu'il y a un espoir. Et cet espoir, c'est vous. On est en capacité de gagner les prochaines élections. Et de les gagner majoritairement. Est-ce que ce sera une présidentielle anticipée? Est-ce que ce sera des législatives anticipées? Est-ce que ce sera tout simplement la prochaine présidentielle? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est en capacité de la gagner. Mais pour pouvoir la gagner, il faut rester sur un cap clair. Et ce cap clair, c'est de ne jamais dévier de la rupture. De ne jamais dévier sur les convictions. Ce qu'on va se prendre sur le sujet de la guerre, ça va être dur, ça va être violent. Ça a été dur et violent sur la question de la Palestine, on a tenu, aujourd'hui tout le monde est d'accord avec nous. Ça a été dur sur la question de la 6ème République, aujourd'hui tout le monde est d'accord avec nous. Ça a été dur sur la question de l'augmentation des salaires, sur la question des retraites, aujourd'hui tout le monde est d'accord avec nous. Parce que ce qui va nous permettre de gagner, c'est pas de convaincre la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, ou elle votera pour vous, ou elle votera pas pour vous. Mais quand elle se retrouvera au pied du mur. Les gens à convaincre, c'est l'abstention. Et je peux vous en donner un retour du fait de la campagne que j'ai menée à Villeneuve-Saint-Georges. Si jamais j'y suis allé à Villeneuve-Saint-Georges, c'est parce que, premièrement, c'est ma ville. Et je vous jure, je la kiffe, cette ville. Elle a beaucoup de problèmes, mais je l'aime énormément parce que là-bas, vous avez une énergie. En fait, l'État a totalement abandonné la ville. Il n'y a rien, l'État, il n'est plus là. Donc du coup, c'est les gens qui organisent la solidarité. Ça, j'en suis tombé amoureux. Voilà, j'aime bien. Je veux vivre là-bas et c'est pour ça que j'ai envie de me battre. On a une ville dans laquelle le maire n'a plus de pouvoir, dans laquelle il n'y a plus de majorité, dans laquelle il n'y a plus de budget. Et là, la situation est tellement catastrophique que la préfecture dit « Allez hop, on réorganise des élections un an avant tout le monde ». Je ne vais pas laisser la ville tomber. J'ai des camarades qui sont là, qui ont envie de faire des choses. Alors avec les camarades, on se dit « Ok les amis, on y va et on essaie de gagner cette élection ». Et alors là, sur cette élection, j'ai eu tous les commentaires. J'ai eu Fabien Roussel, Marine Tondelier, Olivier Faure qui étaient en train de dire « Il aurait fallu faire comme ci, il aurait fallu faire comme ça ». Déjà, premièrement, vos partis, ils auraient pu appeler à voter pour nous. Premièrement. Deuxièmement. Les commentaires de Alexis Corbière, qui est quelqu'un qui n'a jamais mené une seule campagne courageuse de sa vie face à l'adversité avec sa propre tête. Ou les commentaires de François Ruffin, qu'on a vu une fois face à l'adversité, il s'est retrouvé avec François Bayrou en soutien sur son tract. Donc les leçons de ces gens-là, moi, ici.
demandait en toute sympathie, mais ça va, t'es pas trop triste, t'es pas trop dégoûté. Écoutez, c'était crevant. Ça a été une campagne qui a été difficile parce qu'à longueur de journée, on avait des fake news. Je veux dire, c'est une ville de 35 000 habitants, quoi. On avait l'impression que j'étais candidat pour être maire de Paris. Détente, détente. Mais bon, j'étais content parce que ce qu'on a voulu dire dans cette campagne municipale, et c'est important que vous écoutiez ça parce qu'on a une campagne municipale qui arrive après. L'analyse que moi j'ai aujourd'hui des municipalités, c'est que l'État a tellement baissé les dotations pour les communes et a donné tellement de compétences aux communes qu'aujourd'hui, que vous ayez une mairie de droite ou une mairie de gauche, c'est extrêmement difficile de faire la différence parce que vous êtes des gestionnaires d'austérité, vous êtes des gestionnaires de misère. Et vous vous retrouvez à être des petits préfets qui sont incapables de subvenir aux besoins des habitantes et des habitants. Et nous, on avait voulu faire la rupture avec ça. Nous, on a monté une liste de travailleuses et de travailleurs essentiels. On a monté une liste de gens qui luttent. On a monté une liste de responsables associatifs. On a monté une liste des quartiers populaires. Les gens, je vous jure, quand ils ont découvert la liste, oui, c'est la nouvelle France. Et le discours qu'on a tenu, c'était de dire, nous, à chaque fois qu'on se retrouvera devant un problème, on ne fera pas les petits préfets. C'est-à-dire que si jamais moi, l'État, il baisse ma subvention et que je me retrouve à avoir le choix entre fermer une école ou fermer le centre de santé municipal, je réponds à l'État, je ne fermerai ni l'école ni le centre de santé municipal et je vais aller bloquer la préfecture jusqu'à ce que vous me donniez ce qui est dû au respect de la population. Ouais. Sur la question de... Nous, les institutions de la 5e République, on n'est pas d'accord avec elles. Ah, député de la 5e République, vous avez vu ce que je me prends à longueur de journée, c'est dingue, hein. Mais si jamais on est à l'intérieur, c'est parce qu'on veut rentrer dans les institutions pour les transformer de l'intérieur. Et pour nous, une municipalité, ça doit être ça. Ça doit être le temple de la lutte au local. C'est ça qu'on a voulu construire. Alors vous pensez bien, quand ils ont vu le projet, on a eu Valérie Pécresse, on a eu Bruno Retailleau, on a eu le président du département, j'ai le maire de Montpellier qui a dit qu'il fallait pas voter pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, on a eu tout le monde contre nous. Et c'est là où ça a surpris. C'est que on a vu face à nous une candidature LR qui ne s'assumait pas d'être LR, mais qui revendiquait le fait de droite, et qui a été en capacité de fédérer à la fois le vote centriste, le vote macroniste, et de fédérer le vote d'extrême droite. On s'est retrouvé avec seulement la gauche. Mais parmi la social-démocratie, parce que vous avez les écologistes, les communistes et les socialistes qui n'ont pas voulu appeler à voter pour nous, on s'est retrouvé à avoir une baisse. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est perdu? Non, c'est pas perdu. Parce que quand on regarde le score qu'on a fait, vous prenez la ville, depuis qu'elle a été perdue à la gauche, on n'a jamais fait un aussi gros score alors qu'on était une force politique qui existait depuis 2 mois. Dans la campagne, on toquait aux portes et les gens ils nous disaient « Ah, votez pour la gauche, c'est bon, la ville elle a déjà été dirigée par des communistes, par des socialistes, on a vu ce que ça donnait, nous on n'y croit plus. » Et nous on est arrivés en disant « Mais regardez, eux là, ils se sont tous mis ensemble, nous on a dit on n'ira pas avec ça parce qu'on va faire la rupture. La gestion de la misère c'est terminé. » Et on a reconvaincu des gens qui avaient abandonné la politique municipale. On a reconvaincu des gens qui avaient abandonné la politique municipale. On a creusé dans l'abstention. Alors clairement pas assez. 60% d'abstention au second tour, oui clairement pas assez. Mais c'est la bonne stratégie. C'est la bonne stratégie. Et je vous raconte tout ça parce que dans cette campagne, et en vrai c'est ça qui rend content, c'est que en tête d'une liste d'une ville de 35 000 habitants, pour faire flipper jusqu'au ministère de l'Intérieur, en passant par la région, le département, toutes les municipalités, tous les médias, tout le petit establishment était en train de trembler parce qu'il y avait un petit mec de 24 ans qui était en train d'arriver et qui disait « Moi, je vais être maire d'une ville et je ne jouerai plus aux règles de votre jeu. » Eh bien écoutez, ouais, on n'a pas gagné l'élection, mais on a écrit un petit bout de l'histoire. Et dans ce petit bout de l'histoire, on a dit 2 choses. Premièrement, maintenant, dans les élections municipales, vous ne pourrez plus faire sans la France insoumise. Deuxièmement, maintenant, dans les élections municipales, vous ne pourrez plus faire sans les jeunes, parce que je vous invite, dans les prochaines élections municipales, à ce qu'il y ait des jeunes... Et puisque le maire de Montpellier avait... Ah, Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, je ne sais pas si jamais j'aurais voté pour lui. D'ailleurs, je n'aurais pas voté pour lui. Puisque je suis à Montpellier, je vous invite à vous dire
Faites sauter le maire de Montpellier. Monsieur Delafosse est un social traître. Quelqu'un qui a abandonné le nouveau Front populaire, qui a juste le maire de misère, et vous me dégagez. Sur la ligne stratégique à mener, je l'ai dit, on va prendre des coups. Des gros coups. On a les élections municipales qui vont arriver. On ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être une élection présidentielle, peut-être une élection législative, on ne sait pas. Une chose est sûre, la prochaine élection va être déterminante dans l'histoire de la France et du monde. Si jamais l'extrême droite gagne, c'est l'Europe et le monde qui changent. Si jamais c'est nous qui gagnons, la France, l'Europe et le monde changent. Quoi qu'il en soit, notre pays est à un moment de bascule. Et ce n'est pas la première fois de son histoire. J'aimerais quand même vous rappeler que c'est nous qui avons fait la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est nous qui avons coupé la tête d'un roi en premier. Alors ça peut bien être nous qui faisons tomber le capitalisme en premier. Hein. C'est très français. On doit rester solide sur nos positions. Et c'est pour ça, et c'est important de vous l'expliquer parce que je sais qu'il y aura des questions sur ça. C'est pour ça que nous, on l'a expliqué. Notre relation avec le Parti socialiste est devenue une relation toxique. Un triuple avec Olivier Faure, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, on n'en veut pas. Ce n'est pas possible à vivre parce que vous vous retrouvez, vous, à essayer de mener des combats et vous avez des gens qui sont censés être vos partenaires qui disent « Ah non, nous, on n'aurait pas fait comme ci, on n'aurait pas fait comme ça. » Vous vous présentez à une élection municipale, ils sont contre vous. C'est-à-dire, ces gens, ils sont persuadés qu'ils réussiront à convaincre des électeurs de rejoindre le nouveau Front populaire en nous tapant dessus. Alors que précisément, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller convaincre votre électorat que bon, ok, ils sont affreux, ils crient fort. Mais bon, ok, quand même, c'est... Essayez, quoi. C'est ça leur rôle, c'est ça qu'ils pourraient faire, mais ils ne le font pas. Nous, on a un programme, celui qui a été fait Avenir en commun, celui qui a été fait NUPES, celui qui a été fait Nouveau Front populaire. C'est sur la rupture. S'il y a des gens qui veulent nous aider à faire gagner ce programme, vous pouvez venir. Si jamais vous êtes là pour faire autre chose, faire des congrès, faire des jeux à 3 bandes, ce sera sans nous. On a d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter. On appelle à une manifestation le 22 mars. Cette manifestation est une manifestation contre l'extrême droite et contre le racisme, et c'est d'ailleurs dans la journée internationale de lutte contre le racisme. Nous avons besoin d'avoir le plus de monde possible à ces manifestations, parce qu'on ne peut pas laisser la France être dans un tel niveau d'apathie, pas Jean-Michel, le fait qu'il ne se passe rien, on ne peut pas laisser la France être à ce tel niveau d'apathie, en tout cas à l'échelle nationale, parce que vous avez des luttes, vous avez des usines qui sont en train de fermer, ou vous avez des résistances, vous avez des universités qui sont en train de bloquer, mais on a besoin d'un grand moment où on se retrouve toutes et tous. Je vous appelle à faire grossir ces manifestations, à les partager, à en faire parler, parce qu'on ne va pas compter sur Vincent Bolloré pour gérer ça. Actuellement, on est oui à un moment de tournant, mais c'est dans les moments de tournant où on est en capacité de changer les choses. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'au moment où on gagnera l'élection, d'abord municipale, parce qu'on va en gagner plein, notamment Montpellier, et après ensuite l'élection présidentielle et ensuite l'élection législative, on fera la 6e République. Dans cette 6e République, vous aurez une assemblée constituante, composée de gens qui n'ont jamais été élus, accompagnés par des constitutionnalistes qui écriront la constitution de la 6e République. Parce qu'on estime qu'on aura gagné la bataille culturelle à ce moment-là sur la question de la règle verte, sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG et d'un certain nombre de droits, cette constitution sera un point d'appui pour la bataille qu'on va mener, c'est-à-dire un programme de transition vers un autre système. Je vous ai dit les enjeux qu'on avait à affronter. Le programme qui est proposé n'est pas un programme qui propose un système. C'est un modèle de transition pour que notre génération ensuite construise le système alternatif qui permette l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Ce moment-là ne consiste pas uniquement à gagner l'élection et après tout le monde rentre chez soi. À partir du moment où on aura fait ça, c'est que la première étape. On aura besoin de plein d'assemblées générales, on aura besoin de plein de manifestations, on aura besoin de plein de rassemblements, on aura besoin de politique, on aura besoin de citoyenneté. Et dans ce moment-là, on aura besoin de jeunesse. Et du coup, j'en viens à la conclusion. Faire de la politique quand on est jeune à l'Assemblée nationale et à la mairie, c'est se retrouver constamment confronté à des gens qui ne saisissent absolument rien aux enjeux du XXIe siècle, à des gens qui ne saisissent absolument rien à ce que c'est que la réalité de la jeunesse du XXIe siècle. Mais faire de la politique quand on est jeune à l'Assemblée nationale et à la mairie, c'est constamment se battre pour une légitimité qu'on ne peut que se donner à soi-même. Vraiment, je vous le dis, je me suis retrouvé au milieu de tous ces trucs-là. Ne cherchez pas l'estime et le respect des autres. Vous n'obtiendrez jamais l'estime et le respect
de vos adversaires. Parce que si vous rentrez dans la conflictualité, alors pour eux, vous êtes déjà sortis du champ de ce qui est acceptable. Faire de la politique à l'Assemblée nationale et à la mairie, c'est se battre pour essayer d'entrer dans le 21e siècle. C'est se battre pour sa propre légitimité. Mais c'est surtout essayer d'amener le plus d'autres jeunes possible. Parce qu'à la fin, si jamais toutes et tous on fait les AG, si jamais toutes et tous on fait les manifestations, et si jamais toutes et tous on vote, eh bien toutes et tous on gagne, et c'est exactement ce qu'on va faire pour les prochaines élections. Merci à vous.